Bonjour et bienvenue à Ni vous sans moi, ni moi sans vous, par Daniel Matival, lu par moi, Hugo Version. Chapitre 3, le dragon. Quand le roi Marc apprit le retour miraculeux de Tristan, il devint comme fou de joie, et du coup, il ne voulut plus que son neveu le quittât un seul instant, le traitant désormais comme son propre fils, et laissant entendre à tous qu'il avait l'intention d'en faire son héritier. Comme de raison, cet attachement ne gardait guère à susciter quelques rumeurs malveillantes. La source principale de ces basses insinuations venait d'un homme de haut lignage, le comte Cariado, un lointain cousin du roi, qui possédait d'immenses terres et aspirait à coiffer un jour la couronne de Cornouailles. Quand il eut achevé sa cabale, toute la cour se posait les mêmes questions et imaginant les mêmes réponses. Par quel tour de magie un enfant nombril à peine sec, tout juste sorti de la chambre des dames, avait-elle pu vaincre un géant aussi aguerri que le Moholt? Comment avait-elle pu survivre à ses blessures? Qui avait guidé sa barque? Se pouvait-il qu'il aille voyager jusqu'au royaume des morts et en soit revenu? N'y avait-il pas, de toute manière, quelque diablerie là-dedans? Plusieurs des partisans du comte, sénéchaux, connétables, bouteliers, chambellans, chanceliers et champellins, tous gens de cour et d'intrigue en virent alors à penser que la meilleure manière d'écarter Tristan du trône était encore de pousser le roi à se marier. Pour peu que le neveu du roi s'opposât à ce projet, il serait aisé de l'accuser d'en être qu'un ambitieux et d'un félon. Ensuite, une fois Tristan exilé, il serait facile à la mort du roi d'éliminer sa veuve et d'étouffer sur un oreiller les enfants que son vieux mari pourrait lui avoir faits. Le plan du comte était simple, mais fallait-il encore convaincre Marc de se marier? Or, dès qu'on abordait cette idée d'épousailles devant lui, le roi se dérobait en trouvant mille excuses qui ne faisaient que confirmer les soupçons des ennemis de Tristan. « Me marier, protestait Marc. Cela ne me chaud guère. Voyons, je suis bien trop vieux. Regardez, j'ai déjà la tête chenue. D'ailleurs, où trouverai-je une femme qui veuille de moi et qui soit digne de ce royaume? » Pourtant, les prétendantes ne manquaient pas. Mais quand on lui disait que la grosse fille du roi de Northumberland attendait justement qu'une tête couronnée veuille bien lui passer la bague au doigt, ou que la nièce d'Arthur n'était pas laide, ou encore que la Benjamine du roi des Francs était un beau brin de fille robuste et saine malgré son œil qui louchait, il ne répondait ni mot ni miette, et il avait toujours le même geste évasif pour dire « j'y passerai une autre fois ». À la fin, cependant, les pressions ne furent si fortes qu'il finit par demander un dernier délai de réflexion de 40 jours, pendant lequel il interdit qu'on l'interrompât avec cette question. Bien entendu, loin de calmer la grogne, cette attitude redoubla la hargne et la détestation de Cariado, qui continua à répandre des plus belles maintes vilainies sur le compte du neveu du roi. Tristan, quant à lui, loin de se douter de ce qui se tramait dans son dos, trouva au contraire que l'idée de ce mariage était excellente. Il en fit d'ailleurs part à son oncle. À la fin d'un festin où le vin coulait à flots. « Mon oncle, je bois à votre future épouse. » Le roi Marc fit une moue de déception. Cependant, il accepta de lever sa coupe. Tous les vassaux l'imitèrent et restèrent le bras levé, s'attendant qu'à ce le souverain annonça sa décision et peut-être désigna par la même occasion le nom de l'heureuse élue. Déception. Le roi demeura silencieux, les yeux dans la vague. C'est alors que deux hirondelles, qui se disputaient un bout de fil, entrèrent par la croisée ouverte. Les malheureux oiseaux, emprisonnés dans la salle, voltèrent d'un bout à l'autre de la pièce en poussant de petits cris effrayés. Ils se cognèrent aux colonnes, se posèrent sur les poutres, frappèrent aux vitraux des autres fenêtres closes et finalement réussissent à s'échapper. L'un d'eux laissa tomber en passant au-dessus du roi, ce qu'il tenait à son bec, un long fil d'or. Le roi s'en saisit et s'aperçut que ce long fil était en fait un cheveu blond, un long cheveu de femme. Il admira l'extraordinaire finesse et l'éclat merveilleux. Puis il le montra à la ronde. « Trouvez-moi la jouvencelle à qui il appartient, je l'épouserai. » Pour ceux qui conspiraient contre Tristan, ce n'était là qu'une autre manœuvre dilatoire du roi pour rendre plus improbable un prochain mariage. Quel ne fut donc l'étonnement du comte Cariado et des autres, lorsque le neveu de Marc, après avoir vidé sa coupe, s'écria joyeusement «
Bouc d'Oussire, d'où sais-je parcourir la terre entière, je vous ramènerai la belle aux cheveux d'or. Donnez-moi ce cheveu. Le roi Marc, tout aussi surpris, ne lui tendit. Tristan le fit jouer dans la lumière. Il en respira le parfum et devint tout pâle. Ce cheveu, il n'avait pas cherché à qui il appartenait. Il le savait. C'était un cheveu d'Iseult la blonde, la nièce du roi Gormond d'Irmande, la fille de Morholt. Comme il avait promis, Tristan fit donc ses préparatifs pour se lancer dans la quête de la belle aux cheveux d'or. Il savait que l'entreprise était périlleuse. Elle ne se souvenait que la trop bien belle de la belle Iseult. Elle se souvenait de son charme évounant. Oh, tabarnak. Comme il l'avait promis, Tristan fit donc ses préparatifs pour se lancer dans la quête de la belle aux cheveux d'or. Il savait que l'entreprise était périlleuse. Elle ne se souvenait que trop bien de la belle Iseult. Elle se souvenait de son charme évoûtant. Mais elle n'oubliait pas non plus de son tempérament passionné et ses redoutables pouvoirs. Si elle venait à découvrir qu'il était vraiment et l'odieuse imposture dont elle avait été victime en le soignant, il était perdu. Par précaution, il décida donc de s'embarquer pour l'Irlande. Déguisé en simple marchand, portant bateau et manteau de laine grossière, le visage dissimulé sous un large capuchon. Il demanda en outre à son oncle que les cales du bateau qui devait le transporter fussent remplies de marchandises précieuses. Draps de lin brodé, brocart, soie d'Orient, peau de verre, de martre et de zibeline de Russie, d'épices, pierres précieuses, colliers, peignes d'ivoire, chiens de race, chevaux arabes, éperviers de Norvège et faucons de Sardaigne. Et quand tout ceci fut à bord, il prit bien soin de cacher au milieu de toute cette cargaison son propre cheval, ses armes et son harnois complet de chevalier. Le plus difficile, une fois la nef en mer, fut de convaincre le pilote de mettre le cap sur l'Irlande, car, depuis la mort du Morholt, tous les Nautonniers savaient qu'il valait mieux éviter les côtes inhospitalières de cette contrée. Ne disait-on pas que les Irlandais, assoiffés de vengeance, se lavaient dans le sang de leurs ennemis et les clouaient au mât des nefs qui leur capturaient? En puisant généreusement dans sa bourse pleine de pièces d'or, Tristan réussit néanmoins à faire mettre la voile vers la grande île, rêvant moins de combats féroces que revoir le merveilleux visage de celle qu'il n'avait jamais réussi à oublier, la belle Iseult. Lorsque sa nef, battant faussement pavillon flamand, jeta l'ancre devant le château de Weisfort, Tristan remarquait immédiatement qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il avait souvence que la ville, blottie au pied de la citadelle, était d'habitude très animée et qu'on y rencontrait des cohus de bergers avec leurs troupeaux de moutons et des pêcheurs débarquant leurs mannes de poissons ou réparant leurs filets. Or, les rues et les quais des bois semblaient déserts. Où étaient passés les habitants? Pourquoi se cachaient-ils? De quoi avaient-ils peur? Tristan n'eut pas à interroger trop longtemps. À peine était le milieu sur ses armes et ses cadeaux sont tués offerts par le roi Marc, qu'un cri inhumain déchira l'air, un cri à glacer le sang, moitié rugissement de lion, moitié sifflement de serpent. Mais le tout amplifié 100 fois comme si la terre venait de se fendre et de libérer d'un seul coup tous les démons de l'enfer. Tristan aperçut alors un bourgeois qui, affolé, s'enfuit à toutes jambes. Il arrêta l'homme par le bras. « Hola, Moreau, où cours-tu ainsi? D'où provient cette ourlade? » Le bourgeois, essoufflé et au comble de la panique, bégaya quelques mots plus ou moins intelligibles, tout en essayant d'échapper la poignée de Tristan. « C'est la bête, messire! Elle approche! Lâchez-moi, je vous trembler pour l'amour de Dieu! » Tristan, au contraire, serra l'homme à la gorge et le força à parler. La bête était un dragon. Le dragon du Val d'Enfer. Un monstre de la pire espèce qui terrorisait tout le pays venait chaque semaine aux portes de la ville réclamer sa ration de chair humaine. Si on ne livra pas à l'instant 2 ou 3 vierges à dévorer, il déployait ses immenses ailes membraneuses pour s'envoler et, du haut du ciel, il se mettait à cracher du feu, semant partout la désolation et de la ruine. À 2 reprises déjà, il avait ainsi incendié la ville. Naguère, le Morholt avait bien réussi 1 ou 2 fois à repousser l'animal dans ses marais, mais, depuis la mort du géant, la bête s'était enhardie, si bien que le roi d'Irlande avait promis la plus belle pierre de sa couronne et la main de sa nièce Iseult à celui qui débarrasserait l'Irlande de cette calamité. Tristan lâcha le bourgeois qui détala comme un lièvre. Un hurlement secoua de nouveau la cité, plus proche et plus formidable encore que le précédent. Tristan ne réagit pas.
Rien ne semblait pouvoir le distraire de ses pensées. À quoi songeait-il? Il songeait que ce monstrueux lézard allait peut-être lui fournir le moyen idéal de conquérir la belle Iseult. Il remonta donc à bord de la nef de Cornouailles qui s'apprêtait à lever l'ancre et en fit sortir son cheval de guerre. Il enfila son haubert à fine maille d'acier, coiffa son aume poilu, ceignit son épée et lâcha les courroies de son essu. Puis, d'un bond, il enfourcha sa monture et sortit à bride abattue de la ville en direction de la vallée humide d'où provenaient les cris de la bête immonde. Sur le chemin bourbeux qui traversait le marais, il croisa d'abord 3 pucelles, pieds nus et en chemise. Elle pleurait. « Où allez-vous, jeune fille? » leur demanda Tristan. « Nous allons nous livrer à la bête, répondit la plus vieille. Le sang en décidait ainsi. « Retournez chez vous, leur ordonna Tristan. Aujourd'hui, ce sont mes coups d'épée que devra digérer cette créature du diable. » À ces mots, les 3 fillettes lui embrassèrent les mains et firent demi-tour en pleurant toujours, mais de joie cette fois. En s'enfonçant un peu plus dans les marécages qui fermentaient au fond du Val, au milieu des vapeurs et des souches pourries, Tristan fit une nouvelle rencontre en la personne d'un chevalier à cheveux roux qui s'enfuyait désarmé, les bras accrochés au col de sa monture. Tristan lui fit signe de ralentir. Le rouquin ne l'attendit même pas, la peur se lisant dans ses yeux exorbités. Lorsqu'il arriva à la hauteur de Tristan, celui-ci, d'un geste brusque, l'attrapa par la chevelure flamboyante et tira si fort que le fuyard fut couché sur la croupe de son cheval avant de tomber lourdement sur le sol. Tristan l'apostropha avec rudesse. « Quel est ton nom et pour quelle raison fus-tu comme un col lâche? N'es-tu point chevalier? » Meurti, le rouquin se releva et s'excusa de tout en épuisant. « Je suis Anguin le Rouge, le nouveau sénéchal du roi d'Irlande, et je viens d'affronter la bête. Hélas, comme 20 autres avant moi, je viens d'échouer. Onkis ne vit jamais un monstre pareil. Pourtant, tu es encore vivant. »« Pourquoi aurais-je dû mourir? » protesta le coureur. « Nul être vivant sorti d'une femme ne peut vaincre cet animal maudit. Fuyez vous aussi pendant qu'il y a encore temps, sinon je ne donne pas un liard de vos chances de s'en réchapper. Passe ton chemin, j'en ai cure de tes conseils, répondit Tristan en taisant avec mépris le chevalier qui, sans demander son reste, remonta sur son cheval et piqua des deux comme si la mort elle-même était à ses trousses. Une fois encore, un rugissement de fin du monde retentit, accompagné d'une odeur pestilentielle qui fit suffoquer Tristan. La bête n'est plus loin, pensa-t-il en vérifiant les sangles de sa selle et en sortant lentement son épée du fourreau. Effectivement, le drago était tout proche, et lorsque Tristan le vit avancer à travers les autres herbes, il eut malgré lui un mouvement de recul. La créature avait vraiment une allure terrifiante. Haute d'au moins 10 toises, elle avait le corps recouvert d'écailles, 2 ailes gigantesques comme celles des chauves-souris, une longue queue annelée qui ondulait et fouettait avec furie les eaux fangueuses du marais. Sa tête, qui ressemblait à celle d'un serpent cornu, se balançait sans arrêt de droite à gauche, et ses 2 gros yeux rouges avaient l'éclat et la fixité des prunelles d'un tueur expérimenté. Le monstre avait senti la présence de l'homme. Il humait l'air et dardait à chaque instant sa langue bifide. Quand, enfin, il découvrit Tristan, il se leva et se redressa de toute sa hauteur, découvrant la triple rangée de crocs acérés qui garnissaient chacune de ses mâchoires. D'un serrement de genoux et la bride tenue ferme, Tristan retint son cheval qui, piaffant d'épouvante, refusait d'avancer. Le dragon profita de ce moment d'hésitation pour bondir, toute griffe sortie. Tristan le frappa d'esto en plein poitrail, mais la lame glissa sur l'épaisse peau squameuse, sans même l'entamer. Il le frappa de taille au flanc, mais au milieu d'un gerbe d'étincelles, le tranchant l'acier de son arbre rebondit sur la cuirasse cornée de l'animal, comme si il eût heurté un roc. Le dragon, nullement affecté par ses attaques, n'eût devint pas moins furieux, et, d'un coup de patte, il tua le cheval de Tristan, puis d'un autre, il désarçonna son agresseur, qui le laissa échapper son épée. Main nue, son cheval éventré, Tristan crut sa dernière heure arrivée. La bête projeta sa tête en arrière et, dans un grand élan de tout le corps, comme un serpent qui va mordre, elle cracha par ses naseaux un double jet de flamme qui enveloppa le chevalier et le noircit du aume à la pointe des chausses. À demi aveugle par la fumée,
Tristan chercha son épée à tâtons, et, lorsqu'il la retrouva enfin, il n'entendit pas que le dragon le broie entre ses horribles mâchoires. Dès que la bête ouvrit la gueule, il y plongea son arme jusqu'au cœur. La crête hérissée, le dragon se dressa une dernière fois, blessé à mort. Il poussa un long cri de rage et d'agonie, puis il se laissa courir de toute sa masse, énorme corps flasque qui l'agitait encore quelques soubresauts. Le chevau roussi par le souffle enflammé du monstre, Tristan resta un long moment hébété avant de s'approcher en tibutant de la colossale dépouille qui gisait, la langue sortie entre les dents. Comme il n'avait pas le moyen ni la force de transporter une carcasse d'une taille pareille, il décida de se contenter d'un trophée qui témoignerait de sa victoire. Il choisit la langue du dragon, qu'il trancha d'un coup d'épée et qu'il glissa dans ses chausses. Seul, au milieu du marais, Tristan trouvait qu'il faisait une chaleur torride. De plus, le sang bouillonnait qui coulait de la gueule du dragon emplissait l'air des miasmes morbides. En sueur, Tristan mourait de soif. Il fit quelques pas vers une mare d'eau croupie tout proche. Il n'eut pas la force de l'atteindre et s'écroula dans les roseaux qui foisonnaient à cet endroit. Ce qu'il ignorait, c'était que la langue du dragon contenait un venin mortel. Dès que cet organe était entré en contact avec la peau de la cuisse, les poissons avaient commencé à s'infiltrer en lui pour leur faire leur funeste travail. Faute de secours rapide, Tristan était condamné, les entrailles en feu, à une fin horrible et sans gloire. Or, pendant que le neveu du roi Marc gisait ainsi, la nouvelle extraordinaire de la mort du dragon n'avait pas tardé à se répandre. Un chasseur, qui avait assisté de loin au combat, l'avait raconté à un charbonnier qui la répéta à une bergère, si bien qu'au lieu à la ronde, il ne fut plus question que du chevalier inconnu qui avait triomphé de la bête, et nul l'avait revu depuis. Un des premiers à saisir tout le parti qu'il pouvait tirer de cette situation fut le lâche et retors Anguin le Rouge, le sénéchal que Tristan avait croisé fuyant les marais, sans avoir eu le courage d'affronter le monstre. Anguin avait déjà échafaudé son plan. Si le tueur du dragon n'était pas apparu pour revendiquer les fruits de sa victoire, c'était peut-être qu'il avait succombé à ses blessures. Dans ces conditions, il sera facile de s'attribuer son exploit, en allant acquérir sur place quelques preuves à exhiber au roi. C'était ce que fit le traître. Malgré la peur qui le tenait toujours en ventre, il retourna donc au Val d'Enfer, et là, il trouva d'abord le cheval mort de Tristan, puis son écu noirci, puis le chevalier couché dans les herbes, et enfin un peu loin, au milieu d'une flaque de sang noir, la carcasse encore fumante du dragon. Alors, le vil personnage prit son épée et, à coups malhabiles, trancha le chef de l'animal qui l'emporta dans une brouette. Le sombre vilain avait bien calculé son coup et, au tout début, ses machinations semblèrent fonctionner à merveille car, à la vue de la tête sanglante, partout où elle passait, il était accueilli par des acclamations. « Vive Anguin, le tueur du dragon !» Le félon rougissait de plaisir et, à force d'entendre tant de louanges à son sujet, il en vit presque à croire qu'il méritait vraiment et qu'il avait fait lui-même aussi la tête dont il exhibait fièrement les restes. Aussi, lorsqu'il arriva aux portes du château de Weisfort, fut-ce sans la moindre gêne qu'il se présenta au roi avec la tête du dragon posée sur un immense plat d'or, et qu'il entreprit de contenter son acte héroïque avec force de taille. Le roi, qui connaissait la réputation de franche couardise de son sénéchal, ne cacha pas son étonnement. Cependant, lorsque sa nièce Iseult, qui se tenait à ses côtés, voulut exprimer quelques doutes sur la véracité du récit d'Anguin, il interrompit avec humeur. « Ce qui est dit, je ne tolérerai aucun rechignement. Un roi n'a qu'une parole. Anguin aura sa récompense et, dans une semaine, il sera votre mari. » À cette nouvelle, ils ont eu un mouvement de recul et, dégoûté, elle regardait des pieds à la tête ce qu'on le destinait. Se pouvait-il qu'un tel homme devint le maître de son corps,
qu'il puisse la toucher de ses sales mains velues et la baisser de ses grosses lèvres gourmandes. Rien qu'à voir la lueur lubrique qui s'allumait déjà dans le record de l'odieux personnage qu'elle avait envie de vomir. Il la salua. Elle ne répondit point à son salut et lui jeta un regard dédaigneux. Cela ne pouvait pas être possible. Iseult avait, elle aussi, son plan. Il y avait là forcément quelques feintises et elle trouverait bien le moyen de démasquer l'imposteur. Ah donc, le soir même, quand tous les chandeliers et les lampes d'huile furent éteintes, en compagnie de Branguin, sa fidèle servante, Elsaline Akiné, blanche, et sortit du château en direction du Val d'Enfer. Iseult n'était pas seulement belle, elle était aussi intelligente et autrement plus futée que le sénéchal qu'il connaissait depuis sa plus tendre jeunesse. S'il existait une preuve de la fourberie d'Anguin, c'est là-bas qu'il la trouverait. Les deux femmes arrivèrent dans le marais aux premières lueurs de l'aube. L'endroit était recouvert d'un épais brouillard. Néanmoins, elles n'eurent pas à chercher très longtemps, car, à Sénestre, une nuée de corbeaux et d'animaux charognards leur indiquèrent tout de suite où se trouvait la dépouille putride du dragon et, un peu plus tard, sur la dextre, elles tombèrent sur le cheval de Tristan, horriblement mutilé. Branguin se boucha le nez, mais Iseult se pencha sur le cheval et remarqua. « C'est étrange, ce coursier n'est ni ferré, ni harnaché à la manière d'Irlande. » Elles reprirent leur recherche. Soudain, la servante qui fouillait un peu plus loin l'appela. « Madame, madame, venez, il y a un homme ici, il a l'air mal en point. » Iseult se frayait un chemin parmi les broussailles et découvrait à son tour tout le corps de l'homme couché sur le ventre parmi les joncs, juste au bord de la mort. En joignant leur fort, les deux femmes le retournèrent. Iseult pousse un cri de surprise. « Mon Dieu, c'est Tantris! Tantris? Oui, le blessé à la barque. Tu te souviens? C'est lui que tu avais salué qui jouait si bien la harpe. Oui, oui, je m'en souviens. Mais que fait-il en ce lieu? Je gagnerai sur ma foi que c'est lui le vainqueur de la bête. Dieu vous entende, madame. Si vous avez raison, nous tenons la preuve de la fidélité d'Anguin qui devrait renoncer à votre main. Iseult se pencha sur Tristan demi-conscient et vérifia son pouls. Il vit encore. Aide-moi. Déshabillons-le. Elles lui ôtèrent dans son aubert maculé de boue. Elle lui retira la chemise. Il n'avait pas de blessure apparente, sinon une vieille cicatrice au côté droit. Ce n'est qu'en tirant sur ses chaussures qu'elle virent la langue du dragon collée à sa cuisse, comme une grosse sanguë. Iseult l'en détacha avec précaution et sortit son aumônière, une petite fiole dont elle versa le contenu sur les chairs. Tuméfié, l'effet fut presque instantané. Le chevalier ouvrit les yeux et réussit à articuler quelques mots. « J'ai froid. Êtes-vous un ange du ciel? » Il reconnut alors Iseult et esquissa un sourire. Pour le réchauffer, Iseult l'enveloppa dans son propre manteau et elle demanda à Branguin d'allumer un grand feu puis d'aller au village le plus proche chercher de l'aide. Quand le soleil atteint son zénith, la servante revint avec une charrette et Tristan eut juste assez de force pour se hisser là, pendant qu'Iseult et Branguin ramassaient les armes et glissaient la langue du dragon dans un sac de peau. Dès qu'ils furent rendus au palais, Iseult demanda à Branguin de préparer un bain très chaud dans lequel elle fit macérer toutes sortes de poudres et de plantes. Avec l'aide d'autres servantes, elle y plongea le blessé, puis renvoya tout le monde. Tristan avait sombré dans un sommeil profond. Iseult commença par le laver pour ensuite le frictionner avec une douceur caressante qui dépassait de loin les attentions dues à une autre. Fut-il en grande détresse? En effet, sans oser de l'avouer, Iseult était ravie de revoir ce bel étranger. Elle était même troublée au plus haut point. Qui était dans ce mystérieux Tantris qui, une fois déjà, était entré dans sa vie et son cœur pour disparaître aussitôt, comme par enchantement? Pourquoi était-il revenu combattre le dragon? Avait-il dessein de conquérir?
en exposant sa vie. Elle posa de nouveau les yeux sur Tristan qui, entièrement nu, était toujours assoupi dans le grand banquet rempli d'eau aromatisée. À cette vue, elle fut envahie par une étrange langueur et par de telles pensées qu'elle sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Confuse, elle se lava donc, et pour secouer le charme, elle entreprit de recoudre le linge et de fourbir les armes de Tristan. Elle commença par son épée. C'était vraiment une épée magnifique, un brin très ancien qui ressemblait celui à son père. Elle admira le pommeau d'or dans lequel était nichée une sainte relique, la poignée ciselée et la garde dont les extrémités de bronze doré représentaient 2 têtes de sanglier. Elle tira la lame de son four de cuir. L'acier bruni était effectivement souillé de sang, et elle l'essuya avec soin tout en appréciant une fois de plus l'habileté du fourgeon qu'il avait trempé et avait dessiné au-dessus des nielles en forme de triskel à la mode de Bretagne. Un détail, cependant, l'intrigua. Cette épée splendide était légèrement endommagée. Elle était ébréchée près de la pointe. L'entaille avait en outre une forme bien particulière, dont Iseult suivit machinalement le contour du bout du doigt. Une forme qui, soudain, éveilla en elle un doute affreux. Elle alla ouvrir le grand coffre de chêne sculpté au pied de son lit, et en retira le coffret d'ivoire où elle avait gardé l'éclat d'épée retiré du crâne de son père. Elle prit le précieux fragment et le plaça dans l'ébréchure. Le bout du métal s'éjetait parfaitement. Iseult se mordit les lèvres et pleura en silence. Il n'y avait pas sans doute possible. L'éclat provenait bien de l'arme qu'elle avait sur les genoux. Et Tantris, le doux et beau chevalier, était l'assassin de son père. Cette évidence eut pour effet de chasser immédiatement son désespoir, bientôt submergé par une vague de fureur vengeresse. Elle leva l'épée à 2 mains et se jeta sur Tristan en criant « Traître, je sais que tu es. Tu es Tristan de Launois, le meurtrier de mon père. Recommande ton nom d'adieu, car tu vas mourir. » Mais, au lieu de porter le coup fatal, elle demeura l'épée en l'air, figée par l'altitude de Tristan qui, loin de chercher à fuir, restait comme endormi et semblait s'offrir à la mort sans résistance. Au bout d'un moment, il ouvrit les yeux et dit à Iseult, sans la quitter du regard. « Qu'attendez-vous? Ma vie vous appartient, c'est justice, puisque 2 fois vous m'avez ramené des ténèbres de la mort. Vous avez le droit de m'y renvoyer pour toujours. Allez, tuez-moi! » Iseult se mit à sangloter, et l'épée tremblante, ses doigts crispés. Tristan continuera. « Oui, j'ai tué votre père, mais je ne suis pas un criminel. Je l'ai laissé en loyal combat. Je ne regrette donc rien. Je n'ai fait que mon devoir, comme vous vous apprêtez à faire le vôtre. Alors, finissons-en. Point de jactance inutile. Frappez, si vous pensez que c'est ce que vous voulez. Frappez-moi, et épousez ce poultron d'Anguin qui vous réclame comme femme. » Fatigué et désemparé, Iseult abaissa légèrement la lourde épée. « Taisez-vous, taisez-vous, je vous en supplie. Allez, du courage, achevez ce que vous avez commencé. J'espère juste que vous ne regrettez pas votre geste et que plus tard, la nuit dans les bras de votre futur époux, vous savourez encore le souvenir de cet instant. Voyons, qu'est-ce qui retient votre bras? » Iseult laissa tomber l'épée sur les dalles de la chambre. « Vous m'avez odieusement trompé. Pourquoi êtes-vous revenu? Pour venger les vôtres? Pour me conquérir et m'emmener enchaîné comme toutes ces pauvres filles et ces pauvres garçons que mon père ramenait de Cornouailles? C'est pour ça que vous êtes venu ossurir le dragon? » Sans prendre garde au fait qu'il était nu, Tristan se leva de son bain et prit les mains d'Iseult. « Sur ma foi, je vous jure qu'il n'en a pas rien. Au contraire, je suis revenu ici mandé par mon roi qui veut réconcilier nos 2 peuples et unir nos 2 royaumes. » Elle lui conta l'histoire de l'hirondelle aux cheveux d'or, et comme à tout le monde, en Cornouailles avait vu un signe. Elle lui conta aussi sa quête, sa rencontre avec Anguin et son combat contre le dragon. Iseult hocha dans la tête, comme si un doute l'habitait encore. Elle tenta même de retirer ses mains de celles de Tristan. Pour la convaincre, elle l'invita donc à aller chercher ses vêtements. « Regarde ma chemise. Regarde ce qu'elle est cousue à la place du cœur. Vous verrez si je mens encore. »
Elle fit ce qu'il demanda et vit qu'il ne mentait point. À l'endroit où il l'avait indiqué, un long cheveu était mêlé au fil d'or de la chemise tissée d'or froid. Dès lors, Iseult perdit toute méfiance et s'abandonna les bras de Tristan qui posa sur ses lèvres un baiser de paix. Vint le jour où, pour remplir sa promesse, le roi Gormond d'Irlande décida d'annoncer solennellement le mariage de sa nièce Iseult et du tueur du dragon. Tout le peuple était rassemblé dans une atmosphère de liesse, car partout on avait célébré la disparition de la bête maudite. Le roi était assis sous un taillis, Iseult à ses côtés. Bien à la vue de tous, la tête du dragon était là, elle aussi, fichée à la pointe d'un pieu, comme un horrible épouvantail autour desquels les enfants jouaient à faire peur. Anguin le Rouge apparut au milieu des applaudissements et des vivats. Le torse bombé, le teint rubicond et la démarche triomphante. Il prenait des poses avantageuses et saluait alentour. Quand il eut fini de se pavaner, il campa devant le roi, attendant avec une impatience non dissimulée qu'on lui livra sans tarder ce qu'il estimait d'être son dû. Le roi se leva et fit taire la foule. Mais, au moment même où il s'apprêtait à lui ouvrir la bouche, Iseult se pencha à son oreille pour lui chuchoter quelque chose. Le roi l'écouta en fronçant les sourcils, puis il se tourna vers Anguin. « Sénéchal, ma nièce que voici soutient que tu n'es qu'un imposteur. Elle me dit qu'un autre homme que toi a tué le dragon, et cette tête que tu m'as portée, tu l'aurais rabée. C'est faux, beau sire. Mais Sénéchal, sais-tu bien qu'elle affirme connaître l'identité de cet homme qui détient la preuve de ta forfaiture que tu as ajoutée, ébranlée? » Anguin posa sa main sur sa hanche pour se donner une contenance et répliqua. « Eh bien, qu'il se montre, je lui ferai ravaler ses accusations. » Le roi se retourna cette fois-ci vers Iseult, qui la sans voix honte, pour que tous l'entendent. « Mon oncle, l'homme en question n'accepte pas de paraître devant vous pour confondre ce lâche qui, si vous promettez d'abord de lui pardonner de ses crimes passés. » Le roi prouva d'un signe de tête. Iseult disparut derrière le dais royal pour réapparaître quelques instants plus tard, accompagné de Tristan. Le chevalier avait vraiment fière allure. Il avait revêtu des habits principaux de pourpre et d'or aux armes de la Cornouaille et de l'Aunois, et il était escorté lui-même d'une longue file de serviteurs, les bras chargés de somptueux présents qu'il avait récupérés dans la grotte où ils avaient caché à son arrivée. Un murmure houleux parcourut l'assemblée. Déjà des cris hostiles éclataient parmi les chevaliers d'Irlande et plusieurs seigneurs s'apprêtaient à trister l'épée. « C'est Tristan de Launois! Il a tué le Morholt! Je le reconnais! J'étais bien là! À mort! À mort! » Le roi leur imposa silence. « Noble étranger, je t'ai accordé mon pardon. Tu n'as donc rien à craindre. Dis ce que tu as à dire. » Tristan, qui avait déjà moitié dégagné son épée, prêt à défendre chèrement sa vie, la regagna. Il désigna Anguin de sa main gantée. « La preuve que cet homme est un gredin indigne de l'ordre de chevalerie, je vais vous la montrer. » Ce disant, Tristan s'avança vers le pieu sur lequel était plantée la tête du dragon. D'un geste brusque, il arracha celle-ci et lui ouvrait les mâchoires. La foule recula, horrifiée, et seul un bambin dans le bras de sa mère se mit à rire. La grosse bête, elle a perdu la langue! Tristan passa sa main dans les cheveux de l'enfant. « Tu as raison. Où est donc passée la langue de cet animal? Et toi, Anguin, tu ne dis rien. Aurais-tu également perdu la tienne? » Rouge de confusion, le sénéchal sentit que tout était perdu. Elle n'avait pas tort. L'heure de la vérité avait effectivement sonné. Tristan, sans perdre une seconde, se fit apporter un grand vase d'argent, duquel il sortit un long morceau de viande violacée, qu'il exhiba d'un geste théâtral à la vue de chacun des spectateurs. La langue du dragon! Anguin, tout déconfit, tenta bien de bégayer quelques misérables explications, mais les moqueries et les invectives couvrirent sa voix. « Menteur! Qu'on lui brise son épée, qu'on lui coupe des éperons, qu'on lui arrache la langue, à lui tout, qu'on lui loue dans le fumier! » Le requin n'eut d'autre choix que de battre précipitamment en retraite. Il disparut en se sauvant à pied, poursuivi par une meute d'enfants qui lui jetaient des pierres. Quand le calme fut rétabli,
Laura Gormont reprit la parole. Tristan de Lunois, tu sais que ton nom est honni dans toute la verte Irlande, et que nombre de mes chevaliers brûlent d'envie de m'offrir ta tête. Tu as de chance que j'ai promis d'oublier tes méfaits passés. Tu es donc mon hôte, et tu auras ma nièce Iseult, telle est ma volonté. Sur ce, comme le voulait la coutume, elle embrassa Tristan sur les lèvres afin de sceller cette alliance. Tristan reçut donc la main de la belle Iseult, et de ce côté, en fait un paître en reste. Il ordonna qu'on distribua les cadeaux qu'il avait apportés, puis il s'adressa seulement au roi et à sa cour. Noble sire, j'accepte Iseult pour femme, mais pas pour moi. Je la prends au nom de mon roi, Marc de Cornouailles. C'est pour son service que j'ai combattu la bête maléfique, et c'est pour ramener la porte de nos deux royaumes que je suis parti en quête d'Iseult, la belle aux cheveux d'or. Elle sera ma reine, je serai son serviteur et homme lige. Pendant 3 jours et 3 nuits, au fêtard sont des tambourins, des rébecques et des bombardes. Car le roi s'en montra généreux. Il fit cuire à la broche plus de 100 cochons et mettre en Perse plus de 100 tonneaux tirés de ses caves. Sur les remparts, les soldats ivres de bière sonnaient de la trompette et cognaient le plat de leur épée sur leurs boucliers. Sur les places, les cerfs et les cerfs chantaient, dansaient jusqu'à épuiser autour des feux de joie, avant de s'effondrer pêle-mêle et de s'accoupler en grognant comme des bêtes. Bref, tout le monde était en liesse, à l'exception d'une seule personne, Iseult. Iseult, que la déception rendait infiniment malheureuse. Iseult, qui, retiré dans sa chambre et couchant à travers des peaux d'ours, garantissant sa couche, et bien à l'abri derrière des courtines soyeusement fermées, n'avait pas de pleurer. « Qu'avez-vous, madame ?» lui demanda Brangin, la fidèle servante. « Il y a que je me suis trompé bien amèrement. Je pensais que Tristan avait risqué sa vie pour l'amour de moi, et qu'elle le réclamait pour femme. Or, il m'arrache des bras d'un gain le lâche, pour me jeter dans ceux d'un barbon qui est inconnu. Je la haïs, Brangin. Je la haïrai toute ma vie pour ça. »« Je ne crois pas, madame. Je ne crois pas un mot. » soupira Brangin en continuant à piler les robes de sa maîtresse, qu'elle avait commencé à ranger dans les coffres de mariage destinés à être emportés en terre lointaine.